C'est l'heure du second débat de ce Sens Public, volontairement décalé de l'actualité du jour. On va vous proposer un zoom sur un mensonge d'État. Le 20 mai dernier, on vient quelques semaines en arrière, un livre intitulé « Le péché originel » sort aux États-Unis. Il raconte comment Joe Biden et ses proches ont menti aux Américains, mais aussi à leurs alliés, au monde entier, sur la santé mentale du président. Cécile Sixou. Les images parlaient d'elles-mêmes, comme ici en 2021. Joe Biden chute en montant dans son avion. Mais il y avait aussi les hésitations, les confusions, les difficultés à parler de plus en plus fréquentes. Et pourtant, pendant des mois, voire des années, c'est l'omerta, le silence. Personne dans l'entourage de Joe Biden n'évoque son état de santé physique et cognitif, clairement diminué. Dans une enquête, deux journalistes américains lèvent le voile sur cette dissimulation orchestrée par ses proches. Un contrôle de son image qu'a vécu la correspondante Sonia Didri à Washington. Très vite, dans cette Maison-Blanche de Joe Biden, on a eu l'impression que l'accès au président était extrêmement contrôlé. Il y avait très peu d'apparitions devant la presse. D'ailleurs, si on compare avec cette présidence de Donald Trump, c'est le jour et la nuit. Puis au fur et à mesure que son état de santé a décliné, en tout cas qu'il apparaissait, même devant nous, parfois plus faible, eh bien, on a vu on a senti en tout cas que son entourage à la Maison-Blanche vraiment faisait en sorte que tout soit très millimétré. Pendant la campagne, le déclin s'accélère. Lors d'une levée de fonds, le président américain ne reconnaît pas George Clooney qu'il côtoie depuis 20 ans, ce qui va pousser l'acteur américain à demander le retrait de Joe Biden de la course. Le point d'orgue, c'est ce débat contre Donald Trump où la prestation de Joe Biden est catastrophique. Les Américains doutent de ses capacités, mais son équipe persiste et retire trop tard sa candidature, ce qui aurait coûté la victoire aux démocrates face à Donald Trump. La colère, elle vient des militants démocrates, des sympathisants du Parti démocrate qui, effectivement, pense qu'à l'issue d'une primaire, si une primaire avait eu lieu, le parti aurait pu dégager un meilleur candidat. Alors les regards se tournent vers certains gouverneurs. Ces personnalités auraient pu incontestablement faire la différence. Mais aux États-Unis, certains pointent aussi du doigt la responsabilité de Joe Biden lui-même, entêté à se maintenir sans reconnaître ses propres limites. C'est l'histoire d'un mensonge d'État que l'on vous raconte avec Christine Zumelo. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur de civilisation et d'histoire des États-Unis à la Sorbonne Nouvelle. Gallagher Fenwick, bonsoir et bienvenue. Éditorialiste de politique internationale à LCI, ancien correspondant à Washington. Alexis Pichard, bonsoir, et bienvenue. Vous êtes chercheur en civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre et vous publiez Trump et les médias, l'illusion d'une guerre. C'est aux éditions Valeurs Ajoutées. Et Sophie Dravinel, éditorialiste politique, évidemment. À mes côtés, on va revoir la couverture de ce livre, Original Sin, le péché originel, le déclin du président Biden, sa dissimulation et son choix désastreux de se représenter. C'est le titre de ce livre qui raconte le déclin, les manœuvres des proches pour cacher sa maladie. Qu'est-ce qui vous frappe ou qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les révélations de ce livre, Christine Zumelo? On a titré le mensonge, mais c'est un mensonge, c'est un déni, c'est quoi pour vous? Effectivement, c'est une question qui se pose. On est encore aujourd'hui dans l'analyse de la défaite des démocrates et la décision de Biden de débattre avec Trump juste avant l'été dans un débat qui a été absolument un massacre, qui a été vraiment très, 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 très difficile, qui l'a conduit à sa perte. Il met encore un mois après avant de se retirer. Et il met encore un mois après avant de dire qu'il se retire et donc laisse la voie ouverte à Kamala Harris. Mais c'est une voie très étroite, évidemment. Elle n'a pas la possibilité, à 100 jours d'élection, de lancer quelque chose qui pourrait aider vraiment les démocrates. Alors, ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'interrogeait sur l'état de santé de Joe Biden depuis très longtemps, depuis des mois. Gallagher Fenwick, est-ce que vous pouviez soupçonner une telle œuvre de dissimulation? C'est quand même ça ce que raconte ce livre enquête. Non, moi évidemment, avec la distance, j'en avais pas du tout connaissance. Après, moi j'ai le souvenir très, très aigu de ce moment, si vous voulez, où ça éclate au grand jour de manière assez tragique, cette espèce d'accident médiatique industriel qu'est le débat où il est face à Donald Trump. Et je me souviens d'un moment précis où Joe Biden dit quelque chose et Trump répond « Je n'ai aucune idée de ce que Joe Biden vient dire » et j'ai explosé de rire. Et je pense que, en cela,
j'ai accompagné des dizaines de millions d'Américains, d'Américaines qui sont loin de goûter le personnage de Donald Trump, mais qui étaient parfaitement d'accord avec lui. Ouais. On ne comprenait rien à ce que Joe Biden racontait. Cet extrait, on l'avait montré dans nos titres, on l'a récupéré, le voilà. Every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if... I really don't know what he said at the end of that sentence. Bon, on est fin juin, c'est ça. Et donc, effectivement, il se retire un peu moins d'un mois. Les coulisses, en fait, de ce moment font partie des aspects fascinants du livre, parce qu'il se pointe, pardonnez l'expression, une demi-heure avant le début du débat. Donald Trump, en grand professionnel, arrive plusieurs heures avant. Il se renseigne. Est-ce que les caméras seront allumées sur moi quand Joe Biden parle? Est-ce que j'ai un droit de réponse, par les staffs les uns et les autres après. Oui, mais c'est ce qu'on appelle un walkthrough. Un walkthrough, c'est-à-dire qu'avant un débat, chaque candidat avec son équipe de campagne parcourt littéralement la scène, ses coulisses, et fait un repérage millimétré afin de comprendre les règles, les obstacles, l'environnement, le contexte. Et Joe Biden s'émancipe complètement de ça, et qui plus est, et c'est un détail qui n'en est pas un, ça commence en heure locale à 21h. C'est tard. Et Jake Tapper, qui anime le débat et qui est l'auteur du livre, dit « Même pour moi, c'est tard ». Et il y a 90 minutes de débat. Et avant cela, on a quand même eu plusieurs épisodes. On a vu un Joe Biden qui était sacrément atteint et fatigué. Déjà fatigué et atteint. Vous parlez de mensonges ou de déni de la part des démocrates et de ce groupe-là qui était dans le staff de la Maison-Blanche qui entourait le président Biden? Alors c'est dur, c'est peut-être une part de déni de la part de Joe Biden, qui était entouré justement et protégé par sa garde rapprochée, qui lui a fait croire qu'en fait il était peut-être en capacité de se représenter face à Donald Trump, qu'il avait mis en échec en 2020. Et d'ailleurs Donald Trump était vraiment sa motivation à se présenter en 2020. Il avait rappelé que c'était parce qu'il y avait eu cet incident à Charlottesville entre des antifascistes et des néo-nazis qui s'étaient présentés parce que Donald Trump les avait qualifiés de bonnes personnes. Donc pour lui c'était le dernier rempart à Donald Trump, et il a péché par hubris en se disant que c'était la seule personne au sein du Parti démocrate à pouvoir lui tenir tête. Et en cela, il a quelque peu étouffé la candidature de Kamala Harris, puisque normalement, cette présidence de transition qu'il avait souhaitée pour son mandat, elle n'a pas permis l'éclosion de Kamala Harris. Et quand elle s'est retrouvée aux manettes de la campagne de manière un petit peu précipitée, elle n'a pas pu redresser la barre. Elle a fait ce qu'elle a pu, et au final, elle a plutôt bien réussi, parce c'est la candidate démocrate qui a le plus rassemblé de suffrages après Joe Biden en 2020, mais ça a été insuffisant, et ça a été une campagne quand même assez désespérée de la part des démocrates. Et on se posera la question de l'effet de ce livre et de l'état du camp démocrate aujourd'hui, mais ça, on le fera un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on reste quand même sur ce moment de la campagne, mais peut-être aussi même les mois qui précèdent, parce que ce que révèle ce livre Original Sin, c'est le rôle de ce petit groupe de fidèles là, de Joe Biden, qui même après sa décision de retirer sa candidature, nie que c'est pour des raisons de santé, de démonstration. On écoute la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Cela n'a rien à voir avec sa santé. Encore une fois, le président va s'adresser directement au peuple américain ce soir à une heure de grande écoute. Je sais que vous serez nombreux à le regarder. Je vous promets qu'il s'adressera directement à vous tous ce soir, mais dans sa lettre, il a parlé du pays, il a parlé du parti, il a parlé du moment que nous vivons en ce moment. Il ne s'agit pas de sa santé, je peux dire que non, ce n'est pas la raison. Alors, on est juste après la décision de Joe Biden de se retirer de la candidature présidentielle. Galaïa Fenwick, je commence avec vous sur ce chapitre, qui est à la manœuvre autour de Joe Biden? D'abord, elle vient de répondre à votre question. Mensonge ou déni, elle ment. Oui. Elle ment ouvertement et elle sait qu'elle ment. Karine Jean-Pierre, elle a eu cette expression à un moment, « He runs circles around me ». Ça veut dire, Joe Biden, il est incroyable, il me fait tourner en bourrique tellement il a de l'énergie. Elle ment. Qui est à la manœuvre? Joe Biden lui-même. Il ne faut pas l'excuser. C'est un vieil homme, c'est l'histoire tragique d'un vieil homme et du pouvoir. Il y a sa femme, Jill Biden, qui est tyrannique, elle fait peur aux conseillers et aux conseillères, absolument. Elle insiste pour se faire appeler Dr. B. Il y a son directeur Dr. Dr. B, Dr. Biden. Elle a, Dr. Biden, parce qu'elle a un titre... Elle est docteur, elle est docteur.
Mais dans un univers que je connais bien pour le coup, qui est celui de l'informel, etc., où tout le monde se fait appeler par son prénom. C'est un côté, moi, qui me choque et qui dit beaucoup de sa personnalité et de sa gestion, justement, de son mari et de cet écosystème. Et puis, il y a aussi 2 noms qui reviennent énormément, c'est Mike Donnell et Steve Ricchetti, qui sont à la fois des proches conseillers et directeurs de cabinet et qui créent, en fait, une espèce de forteresse où ils le rendent complètement inaccessible, mais également au camp le plus rapproché démocrate, y compris aux membres de son cabinet, de son gouvernement, pour cacher, mentir. Juste une précision, vous demandez, est-ce que c'est du mensonge ou du déni ? Il faut définir ce que sont le mensonge et le déni. Le déni, c'est quand on refuse de voir ce qu'on voit. Le mensonge, c'est quand on sait, mais qu'on le cache ou qu'on ment, qu'on ne le dit pas. Et il y a un mélange de tout cela, mais qui donne cette atmosphère, au final, assez malsaine et très dangereuse. Alors pour justement, le pays. est-ce que, Christine Zumelo, Joe Biden était en état de diriger la première puissance mondiale ? C'est quand même une question qu'on est en droit de se poser. On l'était déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. Et on se l'est souvent posé. Hein. Oui, on se l'est déjà posé. À l'époque. Oui. Moi, je voudrais revenir à 2023, puisque Biden annonce en 2023, donc un petit peu plus d'un an avant le fameux débat là, avec lequel vous avez ouvert cette émission, qu'il se représente. Il avait dit qu'il allait être le président d'un mandat. Oui. Donc déjà, en fait, on peut se poser la question de l'inaction, de la non-présence pendant un an, entre 23 et 24, du cercle démocrate, certainement de ses proches, bien sûr, mais aussi du cercle démocrate des élus à Washington. Je parle par exemple de chef de file des démocrates à la Chambre, au Sénat, Nancy Pelosi. Qu'il laisse faire. Voilà, alors on se pose la question. Comment se fait-il quand même que l'establishment démocrate, au-delà de son groupe rapproché, bien sûr, on peut peut-être comprendre que ses proches aient voulu le protéger, etc. Mais bon, évidemment, ça a des conséquences absolument dramatiques pour le pays. Comment vous expliquez ce silence ? Alors c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et qui, à mon avis, est encore en train, cet ouvrage lève quelques voiles, mais on est encore en train de la comprendre. C'est des gens malhonnêtes. Il faut le dire. Ce sont des gens qui ont menti aux Américains. Le résultat, c'est Donald Trump au pouvoir. C'est ce que le livre raconte et c'est ce que George Clooney... C'est parce qu'il manquait un candidat, il n'avait personne à proposer d'autre. Mais c'est parce que lui et sa famille, ils imposent l'idée qu'il est le seul à pouvoir battre Donald Trump parce qu'il l'a battu une fois. Donc il se base là-dessus. Je pose la question, pardon, on y reviendra sur les faits sur les démocrates, mais... est-ce qu'il est en état de diriger un pays aussi ? Parce non. Il y a un membre du cabinet. Président en France, c'est déjà on peut être réveillé toutes les nuits en fonction des drames français ou du monde. Donc est-ce qu'il est en état de diriger ? Il y a un membre de son cabinet qui s'exprime sous couvert d'anonymat. Il est choisi par Joe Biden. Il est au gouvernement des États-Unis. C'est un type qui adore Joe Biden et qui dit à Jake Tapper et son co-auteur, M. Thompson. Dans le cas où surviendrait une crise sécuritaire majeure à 2h30, les Américains adorent cet exemple, 2h30, c'est le 2 a.m. phone call, le coup de fil de 2h du matin, vous ne pourriez pas réveiller Joe Biden. Je vous donne un exemple parmi plein d'autres hypothétiques. La Chine envahit Taïwan, décide de lancer une manœuvre militaire contre l'archipel de Taïwan, il faut attendre 7-8 heures du matin pour que le président se réveille. Ça semble incroyable ce que vous nous racontez. Non, c'est dangereux, c'est pas incroyable, c'est dangereux. Oui, évidemment. Alors, en même temps, la santé des puissants ou des présidents et la transparence, ça va pas très bien ensemble. Avec ces on va pas donner des leçons, nous, en France. Je crois qu'on a connu un président qui, lui aussi, était extrêmement malade et qui l'a caché très longtemps et qui n'était peut-être pas en état non plus, à la fin de son mandat, de gérer une crise du type de celle dont vous parlez. Oui, François Mitterrand, c'est vrai. Absolument. Jacques Chirac, après son AVC, il y avait eu aussi... un petit peu des doutes. On s'était un peu affranchi de la vérité médicale. Mais dans l'histoire des États-Unis, je me tourne vers vous, Alexis Pichard, il y en a plein des exemples. Il y a beaucoup de précédents. Et on peut penser au XXe siècle à Woodrow Wilson, qui était président démocrate dans les années 1915-1920 et qui a fait un AVC à la fin de son premier mandat et qui était laissé en position d'invalidité profonde. Et c'est sa femme, Edith, qui est un peu à la façon de Joe Biden. Dr. E à l'époque, Dr. W, a assuré l'intérim. Et elle est maintenant vue que par les historiens comme la première présidente américaine officieuse. On peut penser aussi à Kennedy, qui souffrait de la maladie d'Addison et de maux de dos terribles. Il était sous stéroïdes, sous amphétamine. Donc on parlera après en plus de cocktails de drogue. Mais il était vraiment... on va parler d'Elon Musk qui était cocktail de drogue. Il carburait aux antidouleurs. FDR, donc Roosevelt, qui a été paralysé des 2 jambes
gens, mais qui apparaissait toujours debout dans ses discours. Et même Donald Trump, quand il a eu le Covid, il a caché la réalité de la profondeur de sa maladie. Il était en profonde insuffisance respiratoire et il a fait en sorte que ça ne soit pas révélé par la presse et par ses médecins personnels. Il a même dicté son propre bulletin de santé en 2015 lors de la... allez-y. Lors de la présidentielle de 2016. Ouais, effectivement, puisque vous nous parlez de la santé de Donald Trump, ça tombe bien, on avait prévu de l'évoquer avec Jonathan Dupriez tout de suite. Il va nous rejoindre sur le plateau de Sens Public. Qu'en est-il, rebonsoir Jonathan, de la santé de Donald Trump? Est-ce qu'elle préoccupe de plus en plus les Américains? Ben oui, c'est un peu l'impression que ça donne. Il y a plusieurs articles qui se penchent sur la santé de l'actuel président américain. Et puis Trump, il sera à l'issue de son second mandat, il faut le dire, le président le plus âgé ayant exercé ses fonctions. Il aura 82 ans en 2029. Alors certains outre-Atlantique commencent à se questionner. Comment va-t-il déjà? Et puis, est-ce qu'il peut aller au terme de son second mandat sans encombre? Il y a quelques jours, le magazine The Atlantic citait une gériatre qui dressait une sorte de diagnostic. Selon cette médecin donc citée par ce média américain, la démarche de Trump, par exemple, elle témoignerait d'une faiblesse de ses membres inférieurs. L'article pose aussi des questions sur son poids, lui qui n'est pas connu pour s'adonner particulièrement à du sport ou avoir une hygiène de vie plutôt saine. Il passe aussi au crible son indice de masse corporelle qui serait à son IMC de 28, donc il le placerait dans la fourchette haute du surpoids et des personnes potentiellement à risque pour des maladies cardiovasculaires. Et puis alors là, on parle beaucoup sur ce plateau de la santé mentale de Joe Biden. Il y a aussi un article qui s'alarme du déclin mental de l'actuel président. Absolument. Donc il y a quelques jours aussi, un magazine en ligne qui s'appelle The Insider fait intervenir plusieurs psychiatres dans ses colonnes et ils y décrivent un Trump au langage de plus en plus simpliste, de plus en plus confus, voire imprécis. En résulte aussi des discours de plus en plus longs et hésitants. Il serait passé en moyenne de 45 minutes en 2017 à 84 minutes en 2024. L'article fait également mention de son caractère très imprévisible, très éruptif, voire totalement désinhibé, ce qui interroge bien sûr, comme lors d'un discours de campagne en novembre 2024 dans le Wisconsin, où il s'est mis à mimer une fellation à la tribune. Donc la scène avait provoqué l'hilarité de ses militants et était devenue virale. Et pour la Maison-Blanche, la réponse c'est quoi? Circuler, il n'y a rien à voir, c'est ça? Voilà, en gros, c'est ça, Thomas. En avril dernier, la Maison-Blanche elle a tenté de reprendre la main sur cette question en publiant le premier bulletin de santé officiel de Donald Trump. Il est rédigé par son médecin personnel qui s'appelle le docteur Barbarella et il met en avant, je cite, l'activité du chef de l'État décrit comme en excellentes conditions, tant sur le plan cognitif que physique. Le rapport fait même une allusion à ses victoires fréquentes au golf, en signe de sa bonne santé, a priori, malgré ces signaux très positifs et rassurants envoyés par la Maison-Blanche. La santé de Trump, elle fait l'objet quand même de sérieux doutes depuis 2017 déjà. Et le Congrès s'était même penché sur sa santé en 2018, mais ça n'avait pas eu de conséquences sur son mandat. Merci beaucoup, docteur Barbarella. J'ai une image de Jane Fonda dans une tenue de cuir, mais bref, c'est pas le thème de notre débat. Je redeviens sérieux et je reste avec vous, Alexis Pichard, parce que c'est quand même ironique de voir Donald Trump rattrapé par un débat sur sa santé, lui qui a tellement, alors aujourd'hui on peut dire à juste titre, pilonné Joe Biden sur cette question. Oui, alors c'est surtout que ce sont deux personnes qui sont plus ou moins du même âge, oui. Mais les attaques sur la santé de Donald Trump, sur l'âge de Donald Trump, ont beaucoup moins pris durant la campagne parce que justement, c'est quelqu'un qui est un amuseur, c'est un clown, et durant ses discours, en fait, on s'attache pas forcément à sa logique. Et effectivement, durant ces derniers... pas très rationnel. Il est pas rationnel, et c'est un amuseur, donc en fait, ses écarts de langage ou ses sorties de route se voient beaucoup moins, alors même que, comme vous l'avez très bien dit, on assiste à des logorées délirantes. Il a confondu à plusieurs reprises le fait qu'il avait battu Barack Obama, alors qu'en fait, il avait battu Hillary Clinton. Il a appelé Nancy Pelosi par divers noms, qui n'étaient pas le bon, en tout cas. Il y a eu les mêmes signes de déclin cognitif que Joe Biden, sauf que l'électorat, en tout cas les médias ne se sont pas fait le relais parce que... Mais comme à l'époque de Joe Biden. Exactement. Je suis pas d'accord en fait. Je pense que Donald Trump, il est en pleine forme. On n'est pas tous égaux face à la vieillesse. Donald Trump, il donne des conférences de presse tous les jours. En revanche, il y a une omerta autour de Donald Trump, à l'intérieur de son propre camp. C'est pas sur le sujet de sa santé. Donald Trump, il a un style de vie déplorable, mais il a une biologie hors norme. Regardez, quand il est victime d'une tentative d'assassinat, la manière dont il réagit. Il a une balle qui vient lui frôler l'oreille, le type se relève, il a des types qui sont chargés de sa sécurité personnelle et physique, auxquels il intime l'ordre de le laisser, parce qu'il sait que cette photo va faire l'histoire et va lui donner la victoire.
En revanche, là où il y a omerta autour de Donald Trump, c'est qu'il est dangereux pour la sécurité des États-Unis et du monde, et ces politiques n'ont absolument aucun sens. Et moi, je suis convaincu que dans 5 ans... Vous ne voyez pas de déclin cognitif dans ces interventions? Aucun. Il est erratique, il est versatile. C'est vrai que ces discours, nous, on est confrontés à la difficulté de traduire Donald Trump, parce qu'il ne finit pas ses phrases. Parce qu'il a un champ lexical très restreint, et le fait qu'il ne finisse pas ses phrases en fait un excellent, je suis désolé de le dire, communicant pour les masses populaires. Parce que chacun entend ce qu'il a envie d'entendre. Il utilise les 10 mêmes mots tout le temps. Donc moi, je peux vous demander le slogan de Donald Trump, vous le connaissez par cœur, c'est quand même la preuve que c'est plutôt un bon communicant. Je ne goûte pas le personnage, je suis en désaccord profond avec la quasi-totalité de ses politiques, mais c'est pas le sujet sur sa santé mentale ou physique qu'il faut l'attaquer, c'est sur ses politiques où là, encore une fois, ça n'a aucun sens, elles n'ont aucun sens. Ce qui est sûr, Christine Zumelo, c'est quand même que ce livre sur la santé de Joe Biden, ça donne raison à Donald Trump. Qu'on avait fait un axe d'attaque et de campagne. Ouais, pour revenir sur les deux interventions qui viennent d'être entendues, les démocrates sont en train de mettre sur pied un plan qui s'appelle Speak to the American Man Again. Et donc, évidemment, essayer d'analyser à la fois la syntaxe, le vocabulaire et le discours de Donald Trump pour essayer de reconquérir la base du Parti démocrate, de sortir le Parti démocrate de Washington. Voilà, c'est la grande, grande conquête, reconquête que le démocrate essaie de mettre. On y vient. Ce sera vraiment notre dernier chapitre, le corps démocrate, et on y consacrera du temps. C'est promis. Mais alors, moi, je reste sur cette stratégie de Donald Trump critiquant Joe Biden, Sleepy Joe, l'endormi, sa santé, etc., etc. Alors, ce qui est dingue, c'est que il continue, mais alors il continue avec en partageant, c'était samedi sur son réseau social Truth Social, un message délirant d'un internaute anonyme. Et on va le lire, il n'y a pas de Joe Biden. Il a été exécuté en 2020. Ce que vous voyez sont des clones de Biden, des doubles, des entités robotisées sans âme et sans esprit. Les démocrates ne font pas la différence. C'est le président des États-Unis qui reprend sur ce réseau social un poste aussi délirant. Qu'est-ce qu'il fait là? La stratégie caresse son électorat complotiste dans le sens du poil. Ça, c'est quelque chose qu'il a mis en pratique dès 2015. En fait, les appels du pied réguliers à l'extrême droite, notamment la droite alternative, donc alt-right, qui pullule sur des réseaux sociaux comme Gab et maintenant Truth Social, et qu'il a décidé de séduire justement dès 2015 afin de les mobiliser en vue de l'élection. C'est des électeurs qui étaient en grève, qui ne votaient pas, et qu'il a réussi justement par ses tentatives de séduction à ramener. Mais sur le côté cruauté de son langage, de son discours vis-à-vis de Joe Biden, il y a eu d'autres déclarations dans lesquelles il a dit « il ne faut pas compatir au sort de Joe Biden qui a annoncé, justement de manière concomitante avec la sortie du livre, qu'il était atteint d'un cancer de catégorie 9 de la prostate. Et Donald Trump a dit il ne faut pas le plaindre parce que c'est quelqu'un de vicieux qui vous a fait du mal. Donc il est quand même dans une guerre personnelle avec Joe Biden. Et il se pose des questions effectivement à propos de ce cancer de la prostate annoncé par Joe Biden. Effectivement, stade 9 avec des métastases osseuses. On a un Donald Trump qui se pose des questions. Regardez. Je pense que c'est très triste en fait. Je m'étonne que le public n'ait pas été informé il y a bien longtemps parce qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à un cancer de stade 9 sur une échelle de 10. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Parfois, des années entières passent avant qu'un cancer comme celui-ci arrive au stade 9. C'est une situation très, très triste. Je me sens très mal à ce sujet et je pense que les gens devraient essayer de découvrir ce qui s'est passé. Ça pose une vraie question, Gallagher. Combien d'années de mensonges, finalement, de la part de Joe Biden? En fait, c'est le bon message, mais avec le pire des messagers, à savoir Donald Trump, qui passe son temps à mentir. En revanche, la santé, et ça nous concerne, nous Français, de nos élus, c'est un sujet. C'est un peu l'une des grandes leçons de cette histoire. C'est que c'est un sujet qui est délicat à aborder. Et là, il faut quand même rappeler... Parce que c'est l'intime, c'est... jusqu'où est-ce qu'on va? Et qui pour la mesurer? C'est le secret médical. Qui pour la mesurer? C'est de la géopolitique. Oui, qui pour la mesurer, qui pour décider et quelles conséquences? C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous avez un collège de médecins indépendants qui établissent les capacités physiques et cognitives, ou est-ce qu'ils dessinent la ligne rouge? Peut, ne peut pas, et ensuite, s'ils décident, ne peut pas.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on organise forcément une élection? Est-ce que la vice-présidente devient président? Je ne sais pas si vous imaginez le caractère, et ça nous concerne, nous, Français, ici même dans cette enceinte. Est-ce qu'il y a des personnes dont on pourrait dire, objectivement, médicalement, selon des critères préétablis, en fait, elle n'est plus en mesure. Certes, son mandat doit se terminer dans quelques années, mais aujourd'hui, elle n'est plus en mesure. Donc il y a ce sujet ultra sensible, il met le doigt là-dessus. Ce qui est intéressant, j'en termine par là, c'est que Jake Tapper, quand il modère, le co-auteur du livre, quand il modère ce débat, dont j'ai dit que c'était un accident médiatique industriel, pourquoi il ne modifie pas ces questions, Jake Tapper? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, je veux dire, il a 90 minutes où il se rend compte, il le raconte lui-même, Jake Tapper, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas au président, Monsieur le Président, est-ce que vous êtes véritablement en état de gouverner? Et si ce n'est pas le cas, qui gouverne notre pays, Monsieur le Président? Alors, ce serait un moment qui marquerait bien évidemment autrement l'histoire, mais il y a toutes ces responsabilités à établir et des questions à se poser, des réponses à y apporter. Je suis globalement assez d'accord avec vous, mais est-ce que c'est pas totalement utopique, Christine Zumelo, d'imaginer un collège de médecins, que ce soit en France ou aux États-Unis, indépendants, qui vérifierait que nos présidents sont en suffisamment bonne santé pour diriger des pays aussi puissants? Alors, je pense qu'on peut faire de la politique fiction, de la fiction médicale, de l'institutionnalisation fiction etc. La question, effectivement, se pose. Je pense que pour revenir aussi sur le débat, donc, qui, en fait, a mis en lumière, on n'avait pas besoin de Trump pour faire des commentaires sur Biden, mais le débat dont on a parlé au début, qui a mis en lumière les déficiences de Biden, c'est Biden lui-même qui, initialement, avait souhaité ce débat, qu'il voyait comme un coup de poker, pour essayer justement de montrer à quel point Trump pouvait être excessif, puisque là on parle des problèmes de santé de Biden, mais vous avez vous-même montré un post de Trump montrant que justement peut-être il y a des problèmes aussi de son côté. Donc ici on a un match en fait entre deux personnages, Biden et Trump. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas Donald Trump qui va désigner un collège de médecins indépendants pour s'occuper de sa santé. Certainement pas. Donc je crois que le pari de Biden avec ce débat qui a lieu avant l'été, ce qui est très rare dans une année présidentielle. En général, les débats ont lieu après les conventions nationales de l'été, c'est-à-dire à partir de septembre, octobre, novembre. Et là, pour cette année particulière, très particulière... Pourquoi l'a-t-il avancé? Parce qu'il s'est dit je serais trop fatigué en septembre-octobre? Peut-être, mais il voulait essayer de montrer le plus tôt possible que Trump était excessif et ne pourrait pas être un candidat viable. Être backfired, pour utiliser... ça s'est retourné contre lui, en fait. Effectivement. Alors, puisqu'on est en plein débat sur la question du mensonge des puissants, Sophie, on va s'intéresser pendant quelques minutes à Elon Musk. Est-ce qu'il aurait lui aussi quelque chose à masquer? Eh bien, écoutez, c'est la question des dépendances aux drogues. Du point de vue scientifique et médical, ce sont des pathologies cérébrales. L'OMS considère qu'il s'agit d'une maladie chronique avec des conséquences néfastes sur la santé des personnes affectées. Et sur leur comportement aussi, évidemment, on parle d'altération de la perception de la réalité, entre autres, et à minima. Alors, est-ce que c'est le cas pour celui qui vient de quitter l'administration Trump? Alors, lui, il vient de nier catégoriquement. Il y avait eu un très lourd dossier à charge dans le New York Times qui vient de sortir. Et il a rétorqué que non, il a nié absolument, sauf des usages un peu liés à des tendances dépressives qu'il a. Et en fait, seulement depuis ses saluts nazis en janvier dernier, des passages euphoriques devant les médias, tronçonneuses en main, tout le monde à minima s'interroge et on voit très régulièrement des vidéos avec Elon Musk l'air totalement absent, voire totalement ailleurs. Et ces vidéos, un peu comme celle de Joe Biden à l'époque où il commençait à perdre la tête, interrogent. On parle de kétamine notamment, c'est ça? Absolument. Et c'est difficile de croire, comme je vous le disais, qu'il ne s'agit d'un usage prescrit, comme lui l'affirme, lié à quelques dépendances, quelques troubles dépressifs. Dans une vidéo, et ça s'est tellement répandu aussi à l'étranger, dans une vidéo qui était devenue, sinon virale, au moins diffusée largement aux États-Unis, on voyait notre sénateur français Claude Maluret qui avait moqué Donald Trump et sa cour de Néron, si vous vous en souvenez, avec un Elon Musk à l'époque qualifié de bouffon sous kétamine. Et alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ces produits psychédéliques, on va dire ça comme ça, ils seraient prisés par ce courant politique d'ultra-droite américaine libertarienne. Oui, la tech, effectivement, absolument. Et ils sont prisés et vantés. On voudrait pouvoir les diffuser, les rendre libres d'accès. C'est Libération qui a sorti un très bon dossier sur
ce sujet le 6 avril dernier. D'ailleurs, il y a une bataille donc, qui est lancée pour leur légalisation. Très loin, on est très loin de l'ambiance de la Beat Generation, vous savez, cette gauche des années 70 qui était elle aussi très pacifiste, mais qui était en l'occurrence très pacifiste, mais aussi sous dépendance de ces drogues psychédéliques. Et évidemment, elle représente une forme d'espoir thérapeutique pour certains, notamment pour traiter l'alcoolisme, la dépression ou des stress post-traumatiques, mais pas assez pour convaincre, Thomas, l'agence américaine du médicament de leur mise sur le marché. Et du coup, cette agence américaine est sous l'œil et sous la menace donc de l'administration actuelle. Ces psychédéliques, en réalité, elles sont donc prisées des techno-libertariens qui rêvent, grâce à elles, il faut le savoir, de libérer notre potentiel. Donc ces drogues plus l'intelligence artificielle. Et l'enjeu financier est évidemment colossal dans cette fabrique des surhommes qu'ils rêvent d'incarner. Et on voit bien qu'ils sont en réalité d'abord des malades, hélas, bien réels. Effectivement, merci beaucoup Sophie. Allez, on ouvre notre dernier chapitre consacré effectivement au camp démocrate. Et alors, je ne résiste pas quand même au plaisir un peu coupable de réentendre Joe Biden. On est en juin 2024, on est juste après ce débat calamiteux dont on a parlé longuement ici face à Donald Trump. Et voilà ce que dit le président de l'époque. Je vous donne ma parole de Biden. Je ne me représenterai pas si je ne croyais pas de tout mon cœur et de toute mon âme que je peux faire ce boulot parce que franchement, les enjeux sont trop importants. Les enjeux sont trop importants. Qu'est-ce qui se passe depuis la sortie de ce livre consacré au mensonge, ce péché originel de Joe Biden au sein du camp démocrate ? C'est très intéressant que vous repassiez ce morceau de bravoure, d'une certaine manière, de Biden après le débat calamiteux dont vous avez parlé, parce qu'il est dans une sorte de mission. Le livre dont il est question aujourd'hui s'appelle Original Sin, et lui, il se présente là pour, comme dernière tentative, une mission de sauver la démocratie américaine, dont on voit aujourd'hui qu'on se pose des questions institutionnelles sur sa capacité à tenir à résister face aux assauts de la présidence actuelle. Et donc les démocrates, dans quelle phase de leur histoire sont-ils ? Donc les démocrates essayent de retourner une tendance négative, qui est à l'œuvre déjà depuis un certain nombre d'années. C'est pas la défaite de Biden qui tout d'un coup plonge les difficultés pour les démocrates de rassembler des électeurs. Donc parmi les jeunes, parmi les latinos, parmi la classe ouvrière, on a constaté lors de cette élection que les électeurs ont voté Trump. Une certaine partie de ces électeurs ont voté Trump. Alexis Pichard, est-ce que c'est peut-être, parce qu'on peut se dire que ce livre fait beaucoup de mal au camp démocrate, puisqu'il est pris en flagrant délit de mensonge, mais peut-être que ça leur permet de solder le bilan Biden. Est-ce qu'on peut dire ça, votre avis ? Peut-être. Alors moi, ce que je pense, malgré tout, c'est que c'était un secret de polichinelle. C'est-à-dire que personne n'est dupe de l'état de santé de Joe Biden en 2024. À ce point-là, quand même. Et pendant combien d'années ? Oui, c'est vrai. Après, effectivement, comme vous l'avez dit, ça permet de solder l'héritage Biden. Mais ce qui est dommage, c'est que l'héritage Biden, c'était quand même bien plus que ça. Et ça, le livre en parle très bien vers la fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce qu'a entrepris Biden, tout ce qu'a réussi Biden, et les réussites sont nombreuses en termes économiques, en termes environnementaux, même en termes de géopolitique, tout va être résumé en fait à ce mensonge, à ce déclin cognitif. Et finalement, on ne va retenir que ça de Joe Biden. Et bien sûr, sa défaite face à Donald Trump, dont il avait dit qu'il serait le rempart ultime. Donc pour l'instant, c'est cette question de l'héritage Biden qui est au cœur des discussions. Gallagher Fenwick, c'est un petit groupe autour de Biden qui ment. C'est pas forcément tout le Parti démocrate. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Il y a une forme de complicité partagée. Vous avez utilisé les deux mots qui sont clés, le mensonge et le déni. Après, les auteurs n'attribuent pas forcément un mot à un camp et l'autre à l'autre. Mais il y a les donateurs, il y a la famille, il y a les conseillers politiques. Il y a les organes du parti, notamment un type qui s'appelle Jamie Harrison, qui est le patron du DNC, donc le comité démocrate chargé d'organiser la convention, et qui jusqu'à ce jour affirme que c'était une erreur de ne pas laisser Joe Biden se représenter, donc qui s'évertue, qui poursuit dans ce qui paraît être hallucinant. Après, à votre question, si vous voulez, le livre s'intitule « Le péché originel ». Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ?
il faut d'abord passer par une forme de rédemption. C'est-à-dire demander pardon, reconnaître, pour filer la métaphore judéo-chrétienne, qu'on a commis des erreurs, implorer le pardon pour ensuite pouvoir renaître, la résurrection. Et c'est effectivement un parti démocrate qui va très très mal. C'est un moment d'autopsie qui est forcément douloureux parce qu'on regarde un cadavre et celui d'une défaite qui est absolument cuisante, qui a des conséquences majeures actuelles. Et dans ce moment, il faut attribuer les culpabilités et trouver des mécanismes pour ne pas reproduire ce qui s'est passé. Parce que c'est ça que le livre décrit, c'est une espèce de mécanique dont moi je dis qu'elle est malhonnête et malsaine, qui a permis cela et causé une défaite dont le parti ne se remet toujours pas aujourd'hui. Il est éteint, sidéré encore jusqu'à aujourd'hui, ce parti en grande partie. On ne le saura jamais, Christine Zumelo, mais si Joe Biden, vous parliez de 2023, c'est-à-dire ne prend pas cette décision de se représenter, se dit je commence à être affaibli, donc je laisse la capacité au Parti démocrate à désigner un nouveau candidat, Kamala Harris ou un autre. L'histoire aurait peut-être été différente. Personne ne peut répondre à cette question ici, mais il y a quand même une part de responsabilité de cette décision de Joe Biden dans la victoire de Donald Trump. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une question qui est liée à l'homme, Joe Biden. Il faut quand même rappeler que c'est pas un politicien qu'on jette comme ça d'un revers de main. Il a été élu plus de 35 ans au Sénat à Washington. Il a une très très longue carrière politique. Vice-président d'Obama, il faut le rappeler. Donc une vie consacrée à la politique, une vie personnelle. Là, on parle beaucoup évidemment de son état de santé, mais c'est quelqu'un qui a traversé des tragédies personnelles, vraiment tragédies au sens propre. Donc voilà, c'est un personnage dans la vie politique américaine. Donc il y a la question de l'homme, Biden, président démocrate. Et puis il y a aussi la question des institutions démocrates, c'est-à-dire le fonctionnement du Parti démocrate aux États-Unis. On parle du directeur du Parti démocrate. C'est des choses qui ont une existence quasiment irréelle aux États-Unis. Le directeur du DNC, il est présent. Personne ne sait qui c'est. Il est présent une fois tous les 4 ans. Donc, vous voyez, la réalité nationale, mais la réalité nationale d'un parti aux États-Unis, que ce soit les républicains ou les démocrates, elle est très faible. En fait, ça se joue à la base, grassroots. Et c'est ça, la bataille, elle est engagée aujourd'hui sur ça. Oui, parce que là, ça va très vite aux États-Unis. Le mandat, il dure 4 ans. Et donc, les élections de mi-mandat, ça va arriver dans 18 mois à peine, Alexis Pichard, même pas, c'est ça? Oui, ça arrive en novembre 2026, donc dans plus d'1 an aujourd'hui. Mais effectivement, la temporalité politique est très rapide aux États-Unis et peut-être qu'on aura oublié d'ici là cet épisode. Enfin, je pense que les démocrates espèrent. Mais ce qui est assez délétère de la part des démocrates, c'est que pour l'instant, ils ne semblent pas avoir une politique autre que... Une contre-proposition. C'est ça. Ils surfent en gros sur la proposition, en tout cas les politiques et les effets négatifs des politiques de Trump. Mais il n'y a pas finalement de contre-projet, de logiciel qui se crée. On a quand même, et ça va dans le sens de ce que vous disiez, des élus qui essayent de se trumpiser dans la forme. Je pense notamment à Jasmine Crockett, qui est une élue du Texas et qui est... Élue démocrate, qui a une grande gueule et qui détonne parce qu'elle emprunte justement les manières de Trump, les codes, et peut-être que la rédemption du parti, en tout cas la renaissance du parti va passer par ce genre de métamorphose de trumpiste. Je ne sais pas, en tout cas pour tenter de... C'est pas très rassurant ce que vous lui dites. Dans la forme uniquement. Ah oui, pas forcément sur les idées, Mais en fait, parmi les gens qui innervent le courant MAGA de Donald Trump, il y a Steve Bannon qui théorise notamment l'idée d'inonder la zone avec de la haine. Et il parle de la rapidité de la balle qui sort du barillet. Donc vous distillez quotidiennement tellement de scandales, d'outrances, d'insultes, d'informations, qu'en fait, on n'a plus de prise et on ne sait pas par où commencer ou l'attaquer. Et donc, c'est le cas du Parti démocrate qui ne sait pas par où attaquer. Mais comme nous, les journalistes ou les analystes, c'est-à-dire on se dit, OK, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui? On traite l'utilisation inique de l'armée sur le territoire national pour expulser des migrants. Est-ce qu'on fait les menaces contre le canal du Panama? Est-ce qu'on fait la convergence de vues avec le Kremlin? Est-ce qu'on fait les propos racistes? Donc, ou est-ce qu'on fait Elon Musk sous kétamine? Donc, il y a ça. Donc il y a des gens comme Chris Murphy qui disent moi je vais m'attaquer à la corruption parce que le Boeing qatarien c'est trop et ça c'est physique, c'est visible et ça parle aux Américains. Il a reçu, on le rappelle pour nos téléspectateurs qui l'auraient pas vu passer, le Qatar a offert un Boeing à $200 millions à Donald Trump au président des États-Unis. Il l'a accepté comme si de rien n'était. Voilà. Bon. Mais donc
Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cet élu. D'autres disent, mais non, c'est pas ça notre priorité. Notre priorité, c'est faut l'attaquer sur l'économie, parce qu'en réalité, il échoue. Donc voilà, c'est l'ordre dispersé. Oui, effectivement. Christine Zumelo, l'angle d'attaque contre Donald Trump pour remporter éventuellement les élections de mi-mandat, ça doit phosphorer au sein du Parti démocrate aujourd'hui. Il n'est pas facile à trouver cet angle. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que on peut aussi se poser la question, est-ce que Trump, c'est les républicains? Voilà, est-ce qu'à partir d'un certain moment, est-ce que Trump lui-même, le Trumpisme, sa MAGA, a phagocyté le républicanisme, le parti républicain de plus en plus? Voilà, donc s'il y a une disjonction entre ces deux forces, les démocrates ont eu un espoir et les républicains ont du souci à se faire, parce qu'eux aussi doivent mettre en place... Après Trump, que se passe-t-il pour les républicains? Voilà, donc c'est un petit peu la question. Mais si on regarde les instituts de sondage, la popularité de Donald Trump, du camp démocrate, Alexis Pichard, ça dit quoi aujourd'hui? Alors moi, je vais parler de ce que je connais, donc c'est-à-dire les sondages de Donald Trump, et ils sont très bas, mais il y a un seuil. En fait, il est limité entre deux limites, enfin limité entre deux chiffres, c'est-à-dire sa base, sa valeur plancher, c'est-à-dire c'est le seuil sous lequel il ne descendra jamais, c'est-à-dire à peu près 40%. Ce qui est élevé quand même. Oui, ce qui est très élevé. Ça fait rêver beaucoup d'hommes politiques français, ça. Tout à fait. Et notamment le Premier ministre. Oui. Et il est limité en haut par ce plafond de verre qui est celui des 50%. Même lors de l'élection, il n'a pas passé la barre de 50%. Il est arrivé à 49%, donc c'est pas un président qui a obtenu le suffrage populaire, majoritaire. Donc il y a ce problème de popularité et d'impopularité qui va se poser, mais il arrive malgré tout à survivre, à résister, parce qu'il est une figure un peu de gourou au sein d'une secte, et que ses ouailles ne sont pas prêtes à se dissocier de son nom. Et en revanche, la question de l'héritage est très intéressante, parce que Trump a tellement personnifié ce courant MAGA qu'on se demande qui va pouvoir incarner justement ce courant au-delà de lui-même. Alors on sait, il y a plein de légendes et de bruits de couloir qui voudraient qu'il se représente d'une quelque manière pour un troisième mandat, mais pour l'instant c'est rendu impossible par la Constitution, et il reste son vice-président, J.D. Vance, qui existe, qui a un rôle quand même très important pour un vice-président, et qui pourrait prendre la suite. Mais là, c'est vraiment de la projection hypothétique, de la politique fiction. Oui, c'est trop tôt pour répondre à cette question. Pour conclure, Gallagher Fenwick, vous pensez que l'effet de ce livre sera dissipé d'ici aux élections de mi-mandat? Moi, je me trompe surtout, et j'ai aucun pouvoir prédictif. Donc, je veux dire, la présidence Trump, et je l'ai expliqué, elle fonctionne. Mais je vous pose cette question parce que, pardon de vous interrompre, elle n'était pas assez précise, ma question. Le mensonge, c'est l'un des reproches justifiés qu'une partie des États-Unis fait à Donald Trump. Et là, on a le héros du camp démocrate pris en flagrant délit de mensonge. Exactement. Et ils sont rattrapés par l'accusation qu'ils lancent tous les jours à l'endroit de celui qui occupe le bureau ovale aujourd'hui. Donc, charge au Parti démocrate de se regarder dans le miroir et encore une fois de faire la comptabilité, l'autopsie de ce qui s'est passé, de présenter des excuses et d'en tirer des conséquences réelles, concrètes, visibles, mesurables, quantifiables et que les Américains, j'allais dire, peuvent palper. Vous avez aussi des démocrates qui disent, écoutez, Donald Trump est tellement scandaleux que la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire, et les Américains viendront à nous, non pas par adhésion, mais par rejet de Donald Trump. Le problème, et c'est la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est que Joe Biden a pensé la même chose jusqu'à ce qu'il se retire de la course, et on voit le résultat. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à notre débat. Alexis Pichard, votre livre « Trump et les médias, l'illusion d'une guerre » est publié aux éditions Valeurs Ajoutées. Gallagher Fenwick, on vous suit évidemment chez nos confrères de LCI, et merci beaucoup d'avoir participé à notre débat. Je vous dis à demain pour un nouveau Sens Public. Vous pouvez retrouver nos émissions sur notre plateforme publicsena.fr. N'oubliez pas que vendredi, on passe sur le canal 8 de la TNT. D'ailleurs, on sera présent, on fera une émission, alors que normalement le vendredi on n'est pas à l'antenne, mais on sera là à 18h pour une émission spéciale pour accompagner cette date importante pour Public Sénat. Notez enfin que la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, sera l'invitée de notre matinale demain à 8h. Elle sera face à Oriane Mancini. Belle soirée.